Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui, Écho de l'actu part à la rencontre de Chrisima Poba, artiste plasticienne, photographe et médiatrice scientifique. À travers ton travail, tu explores les questions d'identité, de mémoire, de transmission et des héritages culturels. Avec ton exposition Tyson Wax, présentée chez Snooker Diaspora, tu nous invites à regarder autrement un tissu que beaucoup connaissent sans forcément en connaître toute l'histoire. Bonjour Chrisima, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'accueillir ici, c'est avec grand plaisir. Alors nous sommes là entourés de tes œuvres et j'aimerais bien qu'avant qu'on puisse commencer, que tu nous expliques un petit peu qui tu es. Donc moi je suis Chrisima Poba, comme tu le disais, je suis donc artiste plasticienne et médiatrice scientifique. Donc je suis une artiste franco-congolaise. Donc dans mon travail, je pense qu'on voit, surtout dans cette exposition, pleinement l'apport de ma culture congolaise et de ma culture française aussi. Je suis une enfant de la diaspora congolaise, donc j'essaye de m'approprier un petit peu les choses à ma manière, parce que c'est pas la même chose qu'une personne franco-congolaise qui serait par exemple née au Congo. Moi je suis née ici, donc j'ai un vécu qui est quand même assez différent et particulier par rapport à un artiste congolais qui viendrait directement de Brazzaville. Et puis je suis maman. Et je pense que c'est une partie très importante de mon travail. Alors pour le coup, c'est la première fois dans une de mes expositions que la maternité n'est pas la thématique principale. D'accord. Parce que comme mon fils a 5 ans et demi, je commence un peu à sortir du postpartum, donc on traite d'autres sujets. Mais quand même, la transmission est toujours le sujet. Et justement, parce qu'il a grandi, je pense que cette exposition-là, c'est un peu une capsule que j'ai envie de lui léguer sur comment est-ce qu'il peut lire sa culture diasporique congolaise, parce que lui aussi, c'est un enfant de la diaspora congolaise. Et j'ai envie de lui transmettre cet apport-là et ce rapport à la langue que moi je peux avoir, qui peut être un peu compliqué parce que je parle pas vraiment, mais j'essaye en lui disant 2-3 mots et en créant avec lui finalement. Et toi, tu parles vraiment la langue? Non, pas du tout. Non, un peu. Alors moi, je comprends 3 langues au Congo, donc je comprends le Lari, Oui. le Lingala et le Monokutuba. Malheureusement, je pense que je suis pas très à l'aise pour parler. Après, situation de force majeure, par exemple, si on est à l'hôpital et que je me rends compte qu'en fait il y a une personne qui parle Lari et qu'il n'y a pas de traducteur pour lui traduire le français, là je sais pas pourquoi ça va se débloquer. D'accord. Mais j'avoue que si c'est pas en situation de force majeure, j'ai un peu honte, j'ai un accent très français et tout. Mais par contre, on a un petit rituel avec mon fils quand il me pose une question. Par exemple, il va toujours me dire comment on dit en anglais. Et il me demandera toujours comment on dit en lingala et comment on dit en Lari. Et à ce moment-là, ça me fait l'effort de me dire tel mot on dit comment déjà. Et je lui redis le mot. Il a 5 ans, ton fils. C'est ça, 5 ans et demi. D'accord. Oui. Donc, il a déjà pris l'habitude de parler plusieurs langues, puisqu'il te demande en anglais. Oui, après l'anglais, je pense que c'est l'école. Oui. Et du coup, moi, j'ai directement introduit le fait que l'anglais, c'était exactement au même niveau que le Lari et le Lingala. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas en étant petite, parce qu'on grandissait quand même dans une espèce de hiérarchisation des langues. Et je suis contente de lui transmettre ça. Quand on est dans la rue, si on entend quelqu'un qui parle lingala, je lui pose la question. Alors la personne, elle parle quelle langue? Et il me dit, tu crois que c'est lingala? Et je trouve que c'est important, même si j'ai pas des fondamentaux grammaticaux énormes à lui transmettre. J'ai au moins les mots de base. Quand je lui dis tiens, par exemple, je vais lui dire en lari, je lui dis ma ça veut dire tiens. Si je dois lui dire viens, je vais lui dire isa, ça veut dire viens. Toutes les petits mots comme ça, même les berceuses du soir, je lui chante toutes ces berceuses du soir en lari, par exemple. Alors, tu sais, dans ta présentation, j'ai parlé de scientifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce côté de toi qu'on ne voit pas quand on te voit comme ça? On a l'impression que tu es une artiste. Il faut savoir que moi, oui, je suis de formation scientifique. Donc, j'ai d'abord fait une licence de physique, 2 ans dans ma licence de physique, avant de bifurquer sur un parcours de médiation scientifique. Tout simplement parce que, en fait, depuis enfant, j'ai toujours été passionnée des sciences. Et c'est vrai que bêtement, quand on est passionné des sciences en tant qu'enfant, on nous oriente pour être ingénieur ou chercheur. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant à la fac que j'étais pas vraiment passionnée par faire les sciences, mais plutôt par raconter les sciences. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la médiation scientifique, à l'histoire des sciences, à la sociologie des sciences, à l'anthropologie des sciences, parce que moi, ce que j'aimais, c'était vraiment raconter des histoires autour des sciences, vulgariser du contenu. Et aujourd'hui, j'ai la chance, parce que dans mon travail artistique, j'ai l'occasion de le faire avec des notions qui me sont particulièrement proches, donc c'est cool. Alors, quand on parle des sciences, c'est quoi les sciences? Justement, moi, pour le coup, je suis médiatrice scientifique de différentes sciences. Dans mon travail, par exemple, il y a beaucoup d'aspects de nutrition, donc j'essaye beaucoup de vulgariser sur de la nutrition.
Je vulgarise aussi beaucoup sur de la biochimie et de la chimie, avec la composition des aliments. Ça, c'est vraiment mon fer de lance, surtout en tant que maman. J'estime qu'aujourd'hui... Donc, tu as étudié, au niveau scientifique, tu as étudié tout ce qui est la nourriture, par rapport à la nutrition. Non, moi j'ai fait une licence de physique et après, avant ça, j'ai un diplôme de technicien de laboratoire en physique-chimie. Donc en gros, j'ai des connaissances de base et en fait, grâce à ma carte de médiatrice scientifique, déjà j'ai accès aux études et aux recherches et surtout quand je fais un travail, en fait, je contacte simplement des chercheurs et je travaille avec des chercheurs, par exemple, sur le sujet de l'allaitement. Je travaille avec des professionnels de santé pour fabriquer des œuvres, des contenus de médiation scientifique des professionnels de santé. Par exemple, là, sur l'allaitement, je vais travailler avec les lactariums de France. Alors là, on passe d'un cap, là, parce que l'allaitement, alors parle-nous de cet aspect de l'allaitement. Qu'est-ce que ça vient faire? En fait, ça a commencé avant ton expo. Tout à fait. D'accord. Oui. Ça a commencé parce que tu es devenue maman ou avant de devenir maman? Alors, non, franchement, l'allaitement, ça a vraiment commencé parce que je suis devenue maman. Oui. Tout simplement parce que j'ai commencé ma carrière artistique en devenant maman. D'accord. Et parce que j'allaitais. Oui. Et puis j'ai allaité très longtemps, j'ai allaité 5 ans. Donc en 5 ans, j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses. Et j'ai la chance, moi, quand j'étais encore étudiante, j'étais maman aussi. Moi, j'allais en cours avec mon fils, quoi. D'accord. Et du coup, c'est vrai que quand il y avait des exercices de travaux pratiques sur des leçons à faire, les profs me disaient, fais sur l'allaitement. T'allaites, c'est plus pratique pour toi. T'as le petit avec toi, c'est un sujet qui t'intéresse. Vas-y, fais sur l'allaitement. Du coup, j'ai commencé comme ça à avoir des connaissances sur le sujet, à pouvoir faire une petite banque de données d'études. Et puis après, une chose en amenant une autre, j'ai de la chance sur Instagram, le monde est petit. Et donc, j'ai commencé à avoir contact avec des sages-femmes, avec des infirmières puéricultrices, qui sont diplômées spécialisées en lactation, avec des gynécologues aussi. Et donc, comme ça, j'ai pu, dans mes événements, en fait, faire le lien dans mes œuvres artistiques avec ces professionnels-là, inviter des professionnels pour qu'elles fassent des consultations gratuites pendant mes expositions. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement avec le lait? Parce que c'est du lait en poudre. Alors, non, moi, il n'y a rien. Dans mes œuvres sur le lait maternel, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord. Elles sont vides, mais le but de ces œuvres, c'est d'expliquer toutes les valeurs nutritionnelles du lait maternel et c'est d'expliquer à quoi sert le lait maternel et d'expliquer aussi, par exemple, le colostrum qui est le premier lait avant le lait maternel. D'accord. Vraiment, mes œuvres sont vraiment des œuvres explicatives. Donc, les boîtes, elles sont vides. Les boîtes sont vides. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de commercialiser du lait maternel, donc du coup, je ne pouvais pas mettre de lait dedans. Donc, effectivement, c'est vide. Et le but, c'est que c'est un outil. Par exemple, ces œuvres-là, elles sont principalement achetées par des sages-femmes et des gynécologues qui les mettent dans leur cabinet et qui se servent de ça comme outil. Par exemple, quand il y a des cours de préparation à la naissance sur l'allaitement, elles peuvent se servir de mes œuvres comme outil. D'accord. Avec les nouvelles mamans pour leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le lait maternel. Parce que ton œuvre, du coup, elle représente quoi? Alors, on prend un exemple. Par exemple, ma brique de lait, c'est une brique de lait factice. Et c'est comme une véritable brique de lait qu'on pourrait trouver en supermarché. J'ai repris vraiment toutes les informations. J'ai mis le Nutri-Score, j'ai mis la valeur nutritionnelle pour 100 grammes, la composition, les vitamines qu'il y a à l'intérieur, et puis quelques petites explications sur le fait que la composition du lait maternel change au cours de la journée, qu'elle peut changer au cours de la tétée, etc. Avec les variations de taux de matière grasse, de protéines, etc. Et du coup, ça, c'est un outil qui sert, c'est l'outil qui sert le plus aux sages-femmes et aux gynécologues dans les cours de préparation à la naissance, tout simplement parce que ça permet, quand le spécialiste en fait donne toutes ces informations-là, ça permet d'avoir un support visuel qui nous parle, parce que la brique de lait, en tout cas le produit, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'acheter. C'est bien. Et donc ça fait partie de tes premiers travaux artistiques. Ça fait partie de mes premiers travaux artistiques, tout à fait. C'était la question que je voulais te poser. Je voulais te demander à quel moment tu t'es dit l'art peut faire partie de ma vie. En fait, j'avais commencé une petite pratique de la photographie quand même depuis mes 19 ans, de manière amateur. J'avais fait 2-3 petites expositions. Et puis, quand j'ai été enceinte, j'ai souffert d'un syndrome de grossesse qui s'appelle hyper-MS gravidique, donc, qui veut dire en gros des vomissements qui ne se contrôlent pas, c'est-à-dire qu'on peut vomir entre 30 et 40 fois par jour. J'étais très 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 malade. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce sujet-là et d'autres sujets de la grossesse. Donc moi, forcément, j'étais aussi étudiante quand j'étais enceinte. Je me suis dit, je vais faire des photographies. Avec mes photographies, je vais faire des petits contenus scientifiques qui ramènent à des études, à des blogs, à des sujets pour que les mamans puissent en fait se sentir informées et avoir accès à l'information. Ça a beaucoup plu. Et là, je me suis dit, en étant enceinte, comme j'avais un trou dans mes études de 9 mois,
je me suis dit, ok, c'est le moment en fait de se lancer de manière professionnelle dans l'art, parce que je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire et que j'ai envie en fait de créer des œuvres qui font réfléchir, qui aident à la réflexion et qui appuient sur des recherches qui existent. Qui font sens, quoi. Qui font sens, exactement. Et ça a très bien fonctionné, très vite. Après, il y avait le Covid aussi qui a joué. J'ai été contactée par un collectif de mamans. Aujourd'hui, on a un collectif de mamans international qui s'appelle iMama Project. Donc, c'était des mamans qui représentaient la maternité pendant le Covid. Et du coup, de ça, on a fait un livre photo. Grâce à ce livre photo, j'ai pu être exposée à Londres, à Bristol, à Londres. J'ai pu être exposée à Milan. On a fait Arles avec le livre photo. Et tout ça, c'est avec la partie lactose. Là, c'était plutôt mes œuvres de grossesse. Il y avait aussi plutôt mes œuvres de grossesse. Ouais. Mais oui, vraiment, tout est parti de la maternité, quoi. Et très vite, je me suis dit, ok, en fait, ça peut être un métier viable, même quand on est maman, parce que moi, ça me permettait aussi. Et comment ta famille a adhéré? Je pense que déjà, j'ai été enceinte à 21 ans alors que j'étais étudiante. Ouais. Donc, comme je disais que j'étais artiste, c'était un plus. Je pense que Soudi, déjà, elle était première de la classe partout. Elle est enceinte à 21 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en plus, quand je leur rajoute, vous savez, au final, je vais quand même continuer les études. Mais avant, je vais essayer d'être artiste. Bon, je pense que c'était dépassé. Et puis, ma mère, j'ai la chance, elle me soutient toujours dans tous mes projets. Donc, j'ai vraiment de la chance. Et tu as continué tes études? J'ai continué mes études, oui. Oui, puisque tu nous disais que j'ai repris quand il a eu 9 mois, un magistère. Et quels sont... à ce moment-là, donc tu fais plusieurs expositions, tu vas à Londres, comme tu nous dis, et là, après, à un moment donné, tu changes, puisque là, on arrive, c'est ta première exposition que tu as changé de sujet, cette-ci, on va en parler tout à l'heure, ou bien tu as fait une transition entre les expos maternelles et... C'est la deuxième. C'est la deuxième exposition où il y a un changement de sujet. La première exposition où j'ai véritablement changé de sujet, c'était une épicerie. D'ailleurs, elle est toujours... Ah oui. Voilà, elle est toujours... il faut que... Je vais la désinstaller cette semaine, mais elle est toujours là-bas. Et donc, c'était avec des produits d'épicerie, mais il y a quand même mes briques de lait là-bas, parce qu'il y a quand même une réflexion au-dessus. Mais là, oui, j'ai commencé à traiter, en fait... Le sujet diasporique, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un changement de sujet, c'est juste que mon travail artistique, il est profondément personnel, et je pense que ça suit une logique, c'est-à-dire au début, j'étais vraiment dans la maternité, dans les débuts, dans le postpartum, donc vraiment très dans l'allaitement, dans le lien à l'enfant, le portage, la transmission avec ma mère, et en fait, dans la suite, on est avec un enfant qui grandit, qui a des raisonnements, et on a envie de transmettre à cet enfant notre culture et des informations sur notre culture. Donc moi, j'estime qu'en soi, cette œuvre-là, cette exposition-là, c'est toujours dans le cadre de ma maternité, parce qu'en fait, c'est à mon fils que j'ai aussi envie de transmettre ces informations aux autres personnes, bien sûr, parce que mon travail, il est là pour être partagé, mais la personne avec qui je suis tous les jours et qui est là dans mes réflexions, c'est mon fils. Et c'est vraiment avec lui que j'ai envie de partager ça, tous ces produits, j'ai envie qu'il les connaisse, qu'il les mange avec moi, qu'il les goûte avec moi. D'accord. Donc, tu as fait tout ça par rapport, toujours le lien avec ton fils. Toujours. Oui. Et une petite question, dans ces expositions maternelles, est-ce qu'il y avait une petite place pour le papa ou pas? Enfin, pour le papa, pour le masculin, on va dire. Oui, franchement, oui. Je suis agréablement surprise. À chaque fois qu'on a fait que j'ai organisé des expositions où il y avait un temps avec une conseillère en lactation, pour des consultations, déjà il y avait souvent des couples qui venaient avec donc la femme qui était enceinte et le partenaire. Il y a des papas qui sont déjà venus tout seuls aussi, parce que madame ne pouvait pas et ils sont venus tout seuls. Et puis même moi par exemple dans mes expositions, souvent il y a mon père qui vient, alors que il n'a pas de bébé, mais sa fille elle a 28 ans quand même, bébé, mais il vient. Il marque un intérêt. C'est ça, tout à fait. Donc non, je suis agréablement surprise, même parce que même quand j'ai fait des ateliers sur la composition du lait maternel accompagné de sages-femmes ou des choses comme ça, il y a même des hommes tout seuls qui s'étaient inscrits et qui n'avaient même pas encore de compagne, mais qui disaient juste que en fait ça les intéressait, pourquoi ils auraient des enfants. Enfin vraiment, c'est assez étonnant. Même quand je colle dans la rue mes œuvres sur la maternité, je colle souvent la nuit, donc tout le monde sait que... tu fais du street art. Oui. Exact. Et puis tout le monde sait que la rue, surtout à Paris, la nuit c'est quand même principalement masculin. Et j'ai eu des très longues discussions. Mais comment tu as eu l'idée d'emmener ça aussi dans la rue? Sur l'allaitement maternel, en fait, je pense que c'est juste que comme je suis dans le factice et vraiment dans la satire de publicité, et que l'espace public est quand même rempli de pubs de tout l'entourage de Nestlé, je me suis dit, ok, il faut apporter ça aussi dans la rue. Et c'est là où j'ai commencé à faire ces affiches. Et j'ai été agréablement surprise parce que vraiment,
c'est les hommes qui m'ont fait les premiers retours parce que c'est eux qui sont là dehors à 3h du matin quand on colle. Et vraiment très agréablement surprise parce que j'ai eu de très longues discussions. Moi, j'avais peur qu'ils aient un regard sexualisant ou quelque chose comme ça. Et ben franchement, j'ai vraiment jamais eu de discussion de la sorte. Toujours les hommes qui m'ont soit parlé de leurs propres enfants, soit parlé de leur maman. Il y a des hommes qui se rappellent encore parce que ils ont été allaités comme mon fils assez longtemps pour s'en rappeler. Donc ils me parlaient de leurs sentiments qu'ils avaient quand leur maman les a allaités. Et vraiment, ça m'a étonnée parce qu'ils ont toujours parlé de l'allaitement de manière très juste. Et avec des grands débats, du fait de ah oui, mais tel âge, moi je trouve que ça fait tard. Franchement, on a des grands débats et ça m'a étonnée parce qu'à 4h du matin à Châtelet, voilà, débattre sur l'allaitement maternel, on s'y attend pas. Et en fait, si, c'est cool que les œuvres aient créé ça. C'est chouette, il faudrait que tu écrives un petit bouquin quand même. Hein. je te vois bien faire ça là, pour nous rapporter un petit peu tout ce que tu as pu vivre. Et là, donc, on voit que c'est un autre travail. Oui. Et il y a combien de temps de transition entre tes 3 travaux finalement il n'y en a pas? Ouais, je pense qu'il y en a. Je pense que c'est une suite logique dans le sens où le tissu, le wax, moi je l'utilisais beaucoup dans mes œuvres de maternité. Parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres où je portais mon fils et on porte son enfant avec des pagnes. Et puis vraiment, oui, il y a la suite logique où quand j'ai commencé ma série Manger, j'utilisais des pagnes donc, qui existaient déjà avec des produits alimentaires. Et puis en fait, un jour, c'est très bête, j'étais à Château-Rouge et je cherchais un pagne Safou, je crois. Parce que moi, je colle mes affiches aussi à Château-Rouge de nourriture afro-caribéenne. Et souvent, oui, parce que ça, c'est pour interpeller la diaspora. Exactement, oui. Et donc, souvent, c'est les vendeuses qui sont devant et les vendeurs qui me demandent des affiches. Et ils m'avaient demandé les safous. En plus, le safou, ça vient du Congo. D'autres qui m'ont dit, t'abuses et tous les Congolais faut faire le safou. Et alors, c'est quoi le safou? Le safou, c'est un fruit. On appelle ça aussi la prune. Donc, c'est un fruit, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je dirais que ça ressemble à de l'avocat, la chair. Avec une chair grasse. Comme ça, qui se consomme cuit, qui est vert, et on peut aussi consommer la peau. C'est succulent. C'est succulent, moi j'adore. Mais c'est assez acidulé, le goût est particulier, mais en tout cas, oui, ça peut se manger. Enfin, on peut en faire des mayonnaises, on peut en faire des purées, on peut en faire des sauces, on peut faire énormément de choses avec. Et du coup, c'est vrai qu'à Château-Rouge, c'est vendu. Et le safou, il se trouve que ça vient du Congo. Donc, un jour, une vendeuse m'a dit, en plus, t'as abusé, tu viens du Congo et tout. Nous, on vend les safous. Les arachides, elles ont leurs affiches. Nous, on n'a pas. Et j'ai dit, oui, mais en fait, il n'y a pas de pagne safou dans les magasins de wax. D'accord. Et elle m'a dit, et alors, t'as qu'à en créer un. Ah, c'est venu comme ça. Et moi, j'avais déjà l'idée de faire des pagnes. Mais elle me l'a dit avec une telle évidence que je me suis dit, en fait, si elle me dit ça, c'est parce qu'elle se dit que, vu tout ce que je fais, j'ai qu'à faire un pagne. Et donc, je suis rentrée Et aussi, j'ai envie de rajouter, on ne se rend pas compte, mais la femme africaine, dans la création, elle n'a pas de limite. C'est vrai. Oui. Pour elle, il n'y a pas ça, on va le créer, quoi. On ne se rend pas compte. Vraiment, elle me l'a dit de manière tellement évidente. Et donc, je suis rentrée, j'en ai parlé et tout à la maison. Et puis, après, je suis revenue la voir et je lui ai dit, OK, est-ce que tu as des beaux safous à me donner? Elle m'a donné des beaux safous et on a réfléchi un petit peu comment est-ce qu'on allait mettre ça en place. Puis on s'est dit, OK, on va mettre de l'huile dessus pour qu'il brille. On les a pris en photo et puis ça a donné le pain de safou, quoi. Et après, j'ai pu faire l'affiche. Il est où là, le pain de safou? Il est là, il le voici. Ah oui, là, il est dans 2 endroits. Ouais. En plus, il brille. Oui, c'est ça, il brille. Et puis la couleur, la robe, elle est du violet. Et pourtant, c'est pas le premier pain qui est sorti parce que la première fois que j'ai fait le pain safou, les safous qu'elle m'avait donnés, la couleur était pas top, donc ils sont pas sortis. Et les premiers pains que j'ai sortis en public, c'était donc dans l'exposition, parce que dans l'exposition, il fallait à l'épicerie. J'avais envie de tissus quand même, et donc j'avais créé pour l'épicerie 2 petits tissus pour les étalages de gombo et de banane plantain. Donc on peut dire que c'est un peu ça mes premiers pagnes, mais ils ressemblent pas trop aux premiers pagnes. Mais mon vrai premier pagne, c'est un pagne d'amour. C'est le pagne vert qui est là. Ah oui, d'accord. Voilà, que j'ai fait pour la Saint-Valentin, où là vraiment je reprends vraiment. Et la photo, on voit, c'est qui en photo là? Sur la photo, on voit moi et mon amoureux. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, tes pagnes, ils parlent. C'est un peu la retranscription de ce que tu vis. Oui, clairement. Comme j'ai un travail qui est très sur l'autoportrait, c'est vraiment un travail très personnel. Et d'ailleurs, le pagne de mon fils, on l'a fait ensemble, il est derrière. Et c'est lui qui m'a demandé. Quand tu dis le pagne de ton fils, c'est parce que c'est... Il y a un pagne avec nous deux dessus. Voilà, c'est ça.
Et du coup, ce pagne-là, où il y a notre photo, c'est lui qui me l'a demandé, parce que justement, il m'a dit oh, t'as fait plein de pagnes et tout. Et moi, je suis où? Et il y avait la question, mon fils a grandi maintenant, donc il y a toujours la question de comment faire avec son image, sans qu'on le voit trop, sans instrumentaliser son image, parce que quand il était petit, sur les photos d'allaitement, en fait, on voit pas son visage, et donc c'est plus simple, quoi. C'est juste un bébé, ou même dans une poussette, on le voit pas. Là, il est grand, donc il a envie de poser, il a envie qu'on le voit, et tu sais, il y avait cette question-là où je me disais oui, mais comment est-ce qu'on va faire, parce que on a dit avec papa qu'on te montrait pas, et qu'on n'utilisait pas, on n'instrumentalisait pas ton image pour les réseaux sociaux, donc on fait comment? Et puis finalement, on a trouvé quand même de quoi faire son pagne, et on s'est quand même fait une petite tenue avec le pagne, mais c'est vrai qu'il y a eu cette réflexion-là de comment faire pour avoir le pagne avec mon Parce que tes pagnes, ils s'achètent. Oui. Bon, on les porte. C'est ça. Après, généralement... Donc, on te porte sur soi. C'est vrai. Après, généralement, les pagnes qui me sont commandées, c'est soit mes pagnes de produits alimentaires. Ouais. C'est vrai que c'est moi. Mais moi, j'arrive tellement j'ai collé ma tête partout, je décorelle mon image de moi, ça me fait Mais en même temps, ça fait, on en a des pagnes avec des têtes de dictateurs. Donc, toi, tu nous offres autre chose. Tu nous offres ton sourire, tu nous offres ta positivité, ton questionnement. Parce que, alors, ce pagne-là, que j'ai, c'est manger l'huile de palme. Oui, tout à fait. Donc, c'est une réponse. Oui. Clairement. Un peu, hein. C'est une réponse au fait qu'on nous dise maintenant ne mangez pas l'huile de palme. C'est ça? Tout à fait. J'invite tout le monde, et d'ailleurs j'ai précisé même sur le pagne, à consommer de l'huile de palme rouge, donc de l'huile de palme africaine, qui est produite sur le continent africain, qui n'est pas produite de manière surindustrielle, qui ne peut pas parce que tuer les orang-outans, parce qu'il n'y a pas d'orang-outans en Afrique. Voilà, c'est un singe asiatique. On a une réponse d'une scientifique. Là, tu nous donnes une réponse d'une scientifique. Tu nous donnes quelque chose qui n'est pas seulement de toi, de ta conviction. Tu nous donnes quelque chose de ta connaissance. En tout cas, j'essaye de m'appuyer sur des recherches pour donner cette réponse-là. Voilà. Et surtout pour, en fait, réfuter les idées reçues. Et donc, non, l'huile de palme rouge ne participe pas à la déforestation en Indonésie, puisque l'huile de palme rouge qui est vendue dans les quartiers africains, afro-caribéens de Paris, en fait, elle vient d'Afrique. Elle vient d'Afrique. Et l'huile de palme qu'on trouve en Afrique n'est pas cancérigène, n'est pas... Voilà, tout ce qu'on nous dit. Et puis de toute façon, parce qu'on est sur une huile qui est brute, donc elle n'est pas hydrogénée et elle n'est pas raffinée. La seule chose qu'il y a dans cette huile, et qui est une vérité, c'est qu'elle a un fort taux d'acide gras saturé. Mais en fait, elle est consommée correctement. Et quand je demande de consommer de l'huile de palme rouge... Un petit cours, là, l'acide gras saturé, Alors, les acides gras saturés, c'est des acides gras qui sont non essentiels pour nous. Mais qui nous font grossir. Voilà, en tout cas, il faut limiter ces apports en acides gras saturés. Seulement, dans le cadre d'une alimentation occidentale, forcément, je ne vais pas vous recommander de commencer à faire cuire votre steak avec de l'huile de palme rouge. Ça n'a pas de sens. Quand on dit manger l'huile de palme rouge, bien évidemment, c'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée et africaine. Et voilà, c'est ça. Pleine de fibres. Voilà, exactement. Qui est pleine de fibres, qui a son équilibre, et dans laquelle on sait comment utiliser cette huile, on sait à quelle température la chauffer, et on sait quelle quantité mettre dans le plat. Forcément, si on commence à faire des frites avec de acheter McCain au restaurant et tout, là, je pense qu'on peut s'abstenir. Et bien évidemment, c'est pas le propos. Oui. Alors, donc ce pagne, j'aime bien le regard. Parce que là, c'est un autoportrait, donc tu t'es photographié. Tu as fait ce montage, ça te prend combien de temps à peu près pour réfléchir? Enfin, c'est peut-être une question bête, parce que c'est jamais la même chose à chaque fois. Mais on va continuer sur cet exemple parce que je l'aime bien. J'aime bien parce que la manière dont il est monté, en plus, il faut qu'on te voie en vrai pour qu'on comprenne que c'est toi. Parce que quand on te connaît pas, on se dit, tiens, elle a mis une cuisinière. C'est vrai. Elle a mis une cuisinière. Et alors là, il y a marqué Mafuta Mangaji. C'est l'huile de palme rouge en Kikongo. D'accord, c'est ça. Ok. Et donc ce montage-là, pour faire son autoportrait, tu prends combien de temps? Tu as réfléchi, on va prendre cet exemple. Tu as réfléchi avant, tu t'es dit, voilà, beaucoup de réflexion. Alors, il faut savoir que la majorité des pagnes de l'exposition... la manière dont je les ai fabriquées, j'ai pas fait une photo spécialement pour le pagne. C'était des photos que j'avais déjà. Donc par exemple cette photo-là, c'est une photo à Château Rouge que j'ai prise donc avec mes boîtes d'huile de palme rouge qui sont une œuvre à part entière
et des affiches d'huile de palme rouge qui sont collées dans les rues de Château-Rouge. D'accord. Et donc, quand j'ai réfléchi à faire un palmier de palme rouge, il y en a deux, parce qu'il y en a un là-bas sans médaillon aussi, Oui. je me suis dit, ok, j'ai envie de faire une vitrine de magasin. Et c'est pour ça qu'il y a l'empilement de mes piles là. Ça, c'est la pile que j'ai dans la vitrine de l'épicerie. D'accord, oui. En arrière-plan. Voilà, en arrière-plan. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vitrine. Et après, je me suis dit, ok, en médaillon, il faut une vendeuse. Mais on a un problème avec les vendeuses qui sont dans les rues de Château-Rouge. C'est que moi, je suis très respectueuse du droit à l'image et qu'elles ne veulent pas être prises en image. Et de toute façon, c'est normal. Et donc, moi, à force de travailler sur Château-Rouge et tout, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je prenais des photographies dans le quartier et puis elles m'ont donné les produits. Et elles m'ont dit, tiens, vas-y, pose en vendeuse, allez, mets ça sur ta tête, prends. Et là, je me suis dit, ok, c'est cool parce qu'elles me donnent la légitimité finalement de pouvoir les représenter parce qu'on ne peut pas les prendre en image, on ne peut pas les mettre sur une œuvre, mais elles m'ont donné la légitimité de moi me positionner en vendeuse pour pouvoir expliquer mon propos. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette photographie-là où je suis vendeuse finalement de mes produits parce que c'est mes œuvres. Ça rend un hommage à ces femmes-là qui sont des véritables maîtresses de notre patrimoine et de notre patrimoine parce que sans elles, il y a des produits qu'on ne pourrait pas consommer. Elles savent comment les consommer. Elles ont des savoirs qui sont extrêmement importants et je trouve qu'il faut le mettre en avant et je suis très fière à chaque fois que j'ai à Château-Rouge qu'elles me reconnaissent, qu'elles reconnaissent mon travail parce que moi je colle sur leur lieu de travail donc chaque fois je leur demande aujourd'hui tu veux quoi, tu veux les arachides, tu veux le gombo, qu'est-ce que je te colle et je suis très fière qu'elles s'installent devant mes affiches pour vendre des produits et tout, j'adore ces faits. Alors en fait c'est tes pagnes que tu prends en photo et que tu tires en imprimé et que tu colles partout. En fait, les affiches, c'est manger. Les affiches manger. C'est pas mes pagnes, mais ça ressemble, parce que l'affiche de Safo, elle ressemble à mes pagnes. Et après, les pagnes, j'étais tout simplement partie les montrer quand j'ai imprimé les premiers pagnes. Tout simplement allée à Château-Rouge, je suis partie à la recherche des vendeuses qui m'avaient donné les produits pour faire le pagne Safo. Et puis, je leur ai montré et elles étaient très contentes. Et d'ailleurs, elles m'ont dit qu'il faut que j'aille leur distribuer. Et vraiment, un jour, quand je vais réussir à réduire ma production de coûts, j'irai vraiment leur faire une distribution de pagne. Parce qu'en plus, il faut avoir l'idée quand même de faire un pagne comme ça. C'est de se dire, voilà, je vais raconter ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai besoin aussi de raconter. C'est un besoin. Oui, peu. Clairement, moi, l'art, c'est un besoin. Je pense que c'est viscéral. Et je vais utiliser des pagnes, donc c'est quelque chose. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on disait bien tout à l'heure, il y a les dictateurs sur les pagnes. C'est un bon remplacement, tu vois. Bon remplacement culturel, c'est très, très bien. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans ton travail? À part... Je pense qu'on me demande souvent... Pourquoi je suis partout? Parce que c'est des autoportraits et je suis partout. Je pense qu'on me demande pourquoi autant la maternité. Là, moins dans cette exposition-là, mais moins. Et puis après qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Généralement, on me demande beaucoup d'explications des textes parce que j'ai des œuvres où il y a quand même un petit peu de texte. Oui, c'est bien pour ça que j'ai parlé de livres tout à l'heure. Parce que je suis sûre que ça va arriver un jour quand même. J'espère aussi. Et donc voilà, mais surtout la grande question, et c'est normal, l'épicentre, c'est vraiment pourquoi toujours moi quoi. Et la réponse, c'est le droit à l'image. Je suis une personne qui, quand j'ai commencé la photographie, vraiment... Oui, ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est pas du tout ça. C'est simplement que, en fait, tu remplaces les personnes que tu souhaiterais montrer. Oui, parce que je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de prendre en photographie des gens sans leur demander l'autorisation. Et je suis encore moins à l'aise à l'idée de commercialiser le visage des gens. Donc quand il y a des visages sur mes œuvres, c'est ma famille parce qu'ils m'ont donné l'autorisation. Les œuvres de ma grand-mère, c'est ma famille parce qu'elle m'a donné l'autorisation. Alors ta grand-mère, par exemple, elle représente quoi? Sur quelle pagne elle est? Ma grand-mère, elle a son propre pagne parce que c'est la matriarche de ma famille. Mais ce que j'adore, ce que j'aime bien, c'est entendre dire elle a son pagne ou il a son pagne. Tu parlais tout à l'heure du pagne de ton fils. C'est-à-dire, tu leur offres quelque chose en même temps. Oui, bien sûr, c'était son cadeau de la fête des grands-mères. Tu as ton pagne. Oui, ma grand-mère a son propre pagne, parce que c'est la matriarche de ma famille. Et par exemple, le pagne de ma grand-mère, je l'expose, il ne sera pas commercialisé. Voilà. Il lui appartient à elle, c'est une œuvre qui n'est pas commercialisée. Celui de ton fils aussi. Celui de mon fils aussi, il ne sera pas commercialisé. Et de toute façon, en règle générale, les personnes qui me commandent des pagnes me demandent des personnalisations. Alors, est-ce que celui de l'amour est commercialisé, toi avec ton amoureux? En fait, c'est marrant parce que souvent, pour le pagne de l'amour, en fait, les gens me contactent pour me demander la même chose pour eux, leur
mariage. D'accord. Et donc à ce moment-là, on voit ensemble ce qu'on fait, on fait un portrait du couple et on décide quel est l'objet qu'on peut mettre sur le pan qui représente le couple. Voilà, je voulais en arriver là parce que, admettons, chose qui va pas arriver parce que je suis un peu trop vieille, trop âgée, on va dire, mais demain, je suis enceinte. Et voilà, donc la photo de naissance, je voudrais que ce soit sur un pagne. Tu fais ça? Oui, tout à fait. D'accord. Moi, les seules choses que j'ai refusées pour les demandes de pagne, c'est, imaginons, voilà, il y a une ambassade africaine et il y a un président qui arrive et on me demande de faire le pagne du président. Ça, je refuse parce que justement, c'est ce que je dénonce. Donc, personne ne va tirer la tête d'un président sur ses pagnes parce que c'est justement ce que je dénonce. Mais sinon, oui, pour les demandes personnelles, j'ai jamais eu pour des enfants encore. J'ai vraiment plus eu pour des couples, mais je pense que c'est parce que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment mon pagne de couple qu'on a beaucoup vu. Donc forcément, les gens ont pu s'imaginer et m'ont demandé des pagnes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens pensaient même pas que le motif, je l'avais fait moi-même. Tu vois, ils s'imaginaient juste qu'on allait prendre une photo et que j'allais mettre la photo sur des trucs qui existaient déjà. Et je leur ai dit non, c'est pas possible parce que les motifs, moi, je les crée intégralement. Et si on veut représenter votre amour, faut qu'on trouve votre motif. En fait. Alors, dans ta création, quand tu dis je les crée, c'est que tu les crées sur l'ordinateur. C'est ça. En fait, c'est toi. Et on va parler de quelque chose. On va parler de l'intelligence artificielle parce que je souhaite qu'on en parle de plus en plus et parce que ça c'est ton intelligence artificielle à toi, c'est pas celle de voilà, on est d'accord. Oui, bien sûr. Alors, tous les motifs, c'est mes photographies. Voilà. Donc, moi, je reprends mes photographies et après, j'y ajoute des couleurs, je les sature, je les désature. Mais ce n'est que des photographies. Parce que moi, je ne suis pas illustratrice à la base. Voilà, ma pratique, c'est la photographie. Et donc, j'ai respecté ma pratique de la photographie. Et donc, c'est à chaque fois des photographies. Et je sais qu'il y a certains motifs où vraiment ça prête à confusion. Les gens disent, ouais, t'es sûr que c'est une photo? Oui, tout à fait. Juste une photo. Oui, parce que là, par exemple, c'est la photo d'un jouet de mon fils. D'accord. Voilà. Et après, je l'ai juste mis tout jaune et j'assemble les éléments. Là, par exemple, au-dessus, c'est des bombes de peinture avec des brosses à encoller. C'est toujours que des photos que j'ai prises. Ça peut être du papier peint après, ça. Oui, c'est vrai qu'on peut parce faire que choses avec. le graphisme et tout, franchement, c'est... Ah oui, et puis les couleurs. Alors là, c'est un jouet de ton fils en violet jaune. C'est ça. Là, le orange... Ça, c'est des rondelles d'oignons. Des rondelles d'oignons, waouh. Que j'ai placées. Mais c'est marrant parce que c'est des choses qu'on utilise. Oui, mais en fait, t'es photographe. Je suis bête. Oui. Pour faire des arrière-plans, j'allais dire. Mais c'est formidable. C'est qu'en même temps, tu ramènes aussi le métier de photographe dans ton actualité de créatrice. Tout à fait. De toute façon, c'est simple. C'est juste parce que je ne sais pas décider. Donc, à partir de là, j'ai beaucoup d'idées de création et je ne sais pas décider. Donc, il faut bien trouver quelque chose. Et j'ai trouvé la manière de détourner mes photographies. Quoi. Oui, alors, donc, tes pagnes, on les utilise. On peut les acheter pour faire un vêtement. Tout à fait, oui. Moi, j'ai des vêtements avec. Alors, est-ce que tu as des grandes dimensions du style, on veut un canapé? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis sur des dimensions, le pagne standard, parce que c'est normal, si c'est pour coudre un vêtement, c'est 1,50 m sur 3 mètres. D'accord. 3 mètres de longueur, 1,50 m de largeur. Et après, c'est toujours 1,50 m de largeur, mais en longueur, je peux aller très loin. J'ai déjà eu des commandes où on m'a demandé 30 mètres, par exemple. D'accord. Oui, donc là, tu fonctionnes avec un imprimeur tissu. Exactement, je fonctionne avec un imprimeur, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et donc, on peut te demander, on peut tout commander chez toi. Oui, et moi je préfère un motif qui n'existe pas avant. D'accord. Parce que forcément, moi j'ai des motifs qui me sont propres parce qu'ils sont très personnels. Tous les motifs d'amour, c'est des liens entre mon amoureux et moi. C'est-à-dire que le motif avec les bombes de peinture et les brosses à encoller, c'est parce qu'on travaille pas mal ensemble et quand je fais des collages, il m'accompagne. Et que tous les pochoirs qui se trouvent sur mes expositions, lui, il fait quoi, c'est lui qui les fait. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, sans indiscrétion. Lui, il est ingénieur dans l'audiovisuel. D'accord. Mais du coup, c'est vrai qu'il a sa petite âme d'artiste et donc il fait quand même des choses avec moi et en l'occurrence il fait mes pochoirs d'exposition donc on graffe ensemble et moi je colle et donc ça c'était notre lien. Les oignons c'est parce que c'est notre chose préférée dans les plats, on adore manger des oignons donc du coup forcément quand il y a un couple qui va me demander quelque chose et je vais lui dire ce serait mieux d'avoir votre propre représentatif. Donc tu parles avec ce couple et tu arrives à trouver l'élément qui fait que et en fait parfois ils ont peur parce qu'ils me disent mais en fait si notre élément il est pas beau, je fais oui mais nous c'était des oignons et après c'est à moi de
rendre cet élément et d'en faire un motif cohérent. Mais tu te rends compte que c'est génial parce que tout à l'heure je parlais de l'enfance, mais la création autour de l'enfant, j'y crois énormément. Donc un couple qui va avoir un bébé, tu peux créer le papier peint, ou comment ça s'appelle, toutes les on appelle ça le trousseau. Oui, tout à fait, en tissu, oui. Ouais. Bah moi je sais que pour moi ça va arriver et que forcément j'ai envie de porter mes futurs enfants au dos avec des pagnes perso et que j'adore faire des tenues sur mesure avec des pagnes perso à mon fils. Par exemple, il y a un pagne qui est là, à la base parce que mon fils il m'a commandé une cravate de ce tissu et je l'ai mis dans l'exposition parce que je trouve que c'était cool. Il voulait une cravate Tour Eiffel. Mon fils il adore les Tours Eiffel, donc à chaque fois qu'on va à la Tour Eiffel, j'en négocie plein en métal. Et du coup justement dans le pagne Tour Eiffel, c'est des Tours Eiffel en métal. D'accord. Parce que je me suis dit en fait en tant qu'enfant de la diaspora, la Tour Eiffel en métal c'est vraiment un symbole beaucoup plus fort. Que la Tour Eiffel, la vraie Tour Eiffel, quoi. Parce que la Tour Eiffel en métal, elle est vendue devant la Tour Eiffel par des personnes qui sont issues, de la diaspora sénégalaise. Et on a ce lien-là, on parle, on discute entre nous. Et ça, c'est quelque chose que je voulais montrer à mon fils. Et finalement, limite, pour lui, les Tours Eiffel en métal, c'est plus important, c'est un signe plus fort que la Tour Eiffel. Et donc, en fait, même avec ce parcours-là, à la base, c'était pas prévu dans l'expo, le pagne Tour Eiffel. Et je me suis dit, mais si, c'est purement diasporique, en fait. Vraiment, les Tours Eiffel en métal, c'est un symbole extrêmement diasporique parce que c'est notre manière d'être hyper attaché à Paris. Et en même temps, c'est purement diasporique parce que c'est des personnes de la diaspora qui vendent ça devant la Tour Eiffel. Ouais. Et doublement aussi parce que c'est un enfant qui est métisse. Oui, tout à fait. Donc forcément, il a la double culture et moi j'essaye de faire en sorte qu'il ait un pied tout dans cela, l'un, c'est un pied dans l'héritage. l'autre, exactement, et qu'il soit à l'aise avec ces deux héritages culturels. C'est important. C'est formidable. Et donc là, l'expo, elle est chez Diaspora. C'est ça. Comment tu as découvert Diaspora? Moi, je connaissais Diaspora depuis très longtemps. Ouais, en d'accord. Fait. Tout simplement par des associations qui ont déjà organisé des événements ici, etc. Mais je pense que je connais depuis quasiment l'ouverture. Donc depuis parce 2023. que j'étais venue ici avec la poussette quand le petit il avait 2 ans et demi. Donc oui, c'est ça, depuis l'ouverture. Et là, tu t'es dit, tiens, je vais leur proposer... C'est ça, oui. Et... En fait, comme Diaspora, je trouve que c'est un lieu qui réunit vraiment tout. C'est-à-dire, ils ont un salon de coiffure, ils ont un restaurant, ils ont des événements culturels. Pour moi, c'était vraiment le lieu pour exposer des pagnes parce qu'il y avait vraiment cette synergie et cet ensemble-là. Et en plus, parce que je trouve que c'est un lieu, surtout depuis que c'est sous mon cœur, c'est vraiment faire lieu, faire lien, dans le sens où... oui, parce que c'était Diaspora avant. Diaspora. Maintenant, là, c'est Snooker et Diaspora. Et je trouve que la particularité de Snooker, c'est que ils ont su amener quelque chose où vraiment les différents publics qui sont différents publics afro se mêlent quand même. Alors que ça, il y a des endroits où ça va plutôt être un public littéraire par exemple, ou plutôt un public qui vient pour des concerts, ou plutôt le public qui vient pour se coiffer. Et vraiment là, tout le monde. On est vraiment comme à la maison. Exactement. Et moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs à chaque fois que je viens discuter de l'exposition ici, c'est des discussions qui sont hyper passionnantes. Toujours des personnes très intéressantes qui viennent manger là et tout. Donc alors dis-moi, dans tout ça, est-ce qu'il y a une rencontre ou un échange qui t'a particulièrement marqué depuis que tu exposes? Alors pas seulement cette exposition, toutes tes expositions. Oui, il y en a un. C'était quand j'ai exposé mes briques de lait pour la première fois dans un centre commercial à Paris, donc le centre commercial Bercy 2. Mes briques de lait étaient dans une vitrine, donc ça faisait effet que c'était un magasin, donc vraiment exposition choc. C'est formidable à Bercy 2, non mais attends. Et du coup les gens étaient un peu étonnés et puis un jour je parle avec un monsieur qui du coup lui il avait l'habitude de voir l'œuvre souvent parce que c'était au centre commercial, et en fait il avait les larmes aux yeux parce que c'est un monsieur donc qui a été allaité, on dit un allaitement tardif en France, mais en fait c'est juste un allaitement qui n'a pas été écourté, c'est un allaitement normal. Donc il a été allaité comme mon fils jusqu'à ses 5 ans, donc il s'en rappelait très bien. Et en fait il a pleuré parce que quand il a vu la photo, ça lui a fait penser à sa maman qui est décédée du coup depuis, parce que ce monsieur était très âgé. Et moi ça m'a marqué de me dire en fait, justement il m'a dit, moi du peu de souvenirs que j'ai dans mon enfance, vraiment ce sentiment-là de moi blotti sur la poitrine de ma maman, je l'oublierai jamais. Et avec les larmes aux yeux. Et puis souvent on me dit, ah oui mais c'est pas universel et tout, ce monsieur-là il était blanc, vraiment rien à voir avec comme moi. Quoi que c'est universel. Voilà, vraiment c'est universel, c'est un monsieur des pays de l'Est, etc. Et je me suis dit, ok, en fait c'est vraiment universel. Ça c'est vraiment
propre à nous, et ça m'a vraiment marqué et touché comme intervention. Parce que je me suis dit waouh, mon travail l'a fait pleurer, quoi. Oui, et puis après, il y plus, a plusieurs personnes qui ont déjà pleuré de mon travail, mais c'est surtout que lui, vu son âge, le souvenir que ça lui a fait remonter, c'était un souvenir qui était vraiment très lointain. Mais oui, et le souvenir de l'enfance. Exactement. Et quand une personne de 80 ans a un souvenir d'il y a 75 ans qui remonte, c'est quelque chose forcément où, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont pleuré, des mamans, mais des mamans qui allaitent sur le coup. Mais là, un enfant qui a été allaité il y a 75 ans dans un pays à 600 km de là, qui dit que mon œuvre à moi lui a rappelé ça et l'a fait pleurer, j'ai trouvé ça très beau. Tu te rends compte de la chose un peu. Oui. Alors là, on arrive un peu à la fin de notre rencontre, de notre conversation. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment? Et là, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur les pagnes, parce que ça a ouvert finalement, je pense, la boîte de Pandore des idées. Donc j'ai vraiment envie de plus aboutir ma réflexion sur le pagne. Et ça m'a amené aussi à faire des créations de design textile que j'ai pas encore sorti, mais forcément, en ayant mes pagnes, ça m'a poussé à dessiner mes modèles pour pouvoir les porter, parce que je porte mes pagnes au quotidien. Oui, là, t'en as. C'est ça, j'en ai un là. Et donc, à réfléchir au design textile, parce que je suis congolaise. Et donc, forcément, Brazzaville, c'est la ville de la sape. Et donc, ça fait très longtemps que je cherchais comment aborder la sapologie dans mon travail artistique. Et maintenant, j'ai des tissus. Et puis, je peux dessiner un petit peu des petits modèles. Donc, je pense que la suite, c'est vraiment faire le lien entre la sapologie et mes tissus. Oh, dis donc. Dans quelques mois, on aura de petites choses encore. Voilà, là, ce n'est que le début de nos conversations. Et enfin, si tu pouvais laisser aux visiteurs quelque chose pour repartir avec une seule idée en tête, après avoir vu Tisson Wax, puisque c'est ça le titre de l'expo. Et j'aime beaucoup le tisson. Et en plus, ça fait vraiment écho à Sneaker en plus. Et voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de... Moi, j'espère qu'en repartant de l'exposition, les visiteurs et les visitrices se rendront compte de la richesse de nos héritages diasporiques, qui sont vraiment différents, parce que on est quand même le continent africain, plus tous les afro-descendants, il y a plus d'une centaine de nations, et j'espère que tout le monde se rend compte qu'il y a quand même un espèce de lien entre ces centaines de nations-là, et que les afro-descendants, ici à Paris, on a la chance d'avoir un énorme socle diasporique, et qu'il ne faut pas oublier ces richesses-là. Il y a des années où on a pu stigmatiser ces richesses-là, mais vraiment, les richesses diasporiques afrodescendantes, elles sont folles, il faut les explorer. Et même quand on a été coupé parfois et que c'est difficile, aujourd'hui, il y a des outils pour y revenir, donc vraiment... Et ce sont ces richesses-là qui font l'ouverture aussi. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier. Alors, on peut retrouver ton travail où? Alors là, jusqu'à quelle date? Là, on va laisser ça jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre, d'accord, super. À Diaspora. D'accord. Et puis, donc, mon travail, il est sur mon site internet, donc chrissimapoba.com. Sur mon Instagram, chrissimapoba.com. Et puis, j'ai encore mon exposition donc, qui est à Grande Africa Épicerie, au 122... Ça, c'est à Pantin? Ça, c'est à Porte de Pantin. Porte de Pantin. C'est ça. L'adresse exacte, c'est... C'est 122 boulevard Serrurier, dans le 19e arrondissement. Et dans tous les cas, même si l'exposition finit cette semaine, j'ai toujours des collages qui sont devant la vitrine. Là-bas. C'est ça, j'ai des collages qui sont devant la vitrine d'exposition. Et sinon, dans les rues, souvent Château-Rouge et Châtelet pour mes collages. Mais alors, par contre, on peut venir et on peut même prendre rendez-vous avec toi. Oui, si on veut venir. Bien sûr, pour des visites et tout. Voilà. Avec plaisir. Jusqu'à la mi-septembre, donc c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette conversation. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à écouter notre générique, l'extrait du titre Agna Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales. O più bel che tu sa chi bel
Sa chi belle,